Élèves de terminale S, bonjour, voici votre leçon de chimie, spectre RMN du proton. Nous verrons dans cette leçon, je veux dire première et deuxième partie, comment on peut identifier des molécules organiques à l'aide du déplacement chimique, de l'intégration et de la multiplicité du signal après avoir énoncé la règle des n+1 uplets. Vous devrez savoir relier un spectre à une molécule organique donnée à l'aide de tables. Vous devrez savoir identifier les protons équivalents. Vous devrez savoir relier la multiplicité du signal au nombre de voisins. En activité, à partir de documents, vous devrez savoir extraire et exploiter les informations sur différents spectres. Attention, la plupart des notions développées dans cette première partie ne sont pas au programme de terminale S. Je pense que certains élèves auront envie d'en savoir un peu plus et c'est pour cela que je vous propose cet approfondissement. C'est dans la deuxième partie que j'aborderai les notions exigibles au baccalauréat. Si vous préférez faire le strict minimum, vous pouvez vous arrêter là. Vous pourrez commencer votre étude avec la deuxième partie sans problème. RMN signifie résonance magnétique nucléaire. La RMN du proton permet d'identifier les atomes d'hydrogène dans une molécule organique. Félix Bloch et Edward Purcell obtiennent le prix Nobel en 1952 pour leurs travaux sur la RMN. Nous comprenons, en regardant les diverses dates, que la RMN est une science moderne. Voici à quoi ressemble un spectre RMN. On y observe des pics très fins à différentes abscisses. L'axe des abscisses, orienté vers la gauche, sert à mesurer le déplacement chimique delta en ppm. L'axe des ordonnées est rarement utilisé et nous ne l'utiliserons pas. Connaître le principe d'obtention des spectres RMN n'est pas au programme de la terminale S, comme je viens de le dire. Mais comme cela est intéressant et ne fait intervenir que des notions de première S et terminale S, je vais donc vous en dire quelques mots. Dans un tube spécial, j'introduis une solution contenant la molécule organique dont je veux identifier les atomes d'hydrogène dans un solvant qui, lui, ne contient pas d'atomes d'hydrogène. Autrement, au signal de la molécule s'ajouterait celui du solvant et ce serait très compliqué. Je ferme le tube et je l'introduis dans la machine. On fait passer un courant continu très intense dans les bobines vertes entre guillemets. La molécule organique se trouve alors plongée dans un champ magnétique B0 très intense orienté gauche-droite sur la figure. Puis, toujours à l'aide d'un système de deux bobines, mais orientées différemment, comme les bleus, entre guillemets, on crée un champ magnétique B1 alternatif, orienté tantôt vers nous, tantôt vers le fond de l'écran, à la fréquence nu1. On crée ainsi une onde électromagnétique radio. Enfin, une bobine, avec son axe de bas en haut, en rouge, permet de recueillir le signal renvoyé par la molécule après son traitement par B0 et B1. Lorsqu'un noyau d'hydrogène, qu'on appellera désormais un proton, est placé dans un champ magnétique B0, il peut se retrouver dans deux états différents d'énergie E1 et E2. La différence d'énergie, delta E, égale E2 moins E1, entre deux états du proton, est proportionnelle au champ magnétique continu B0 imposé. Donc, delta E égale E2 moins E1 égale K B0. Sur le diagramme d'énergie, j'observe les deux niveaux d'énergie du proton, E1 et E2. J'ai l'impression qu'il n'y a qu'un seul niveau, car pour l'instant, B0 est nul et les deux niveaux sont confondus. Mais si on augmente B0, en augmentant l'intensité dans les bobines vertes, alors les niveaux ne sont plus confondus et plus B0 augmente et plus les niveaux s'écartent l'un de l'autre. Si l'énergie du proton est E1, je peux l'éclairer avec des photons dont l'énergie H nu 1 est juste égale à delta E. Le photon est alors absorbé et le proton passe au niveau d'énergie E2. C'est quand le proton retournera au niveau E1 qu'il y aura émission d'un photon détecté par la bobine rouge. Plus la fréquence nu1 est élevée, plus l'appareil est performant.
On trouve ainsi des appareils fonctionnant à la fréquence nu1 égale 60, 200, 300, 400 et, dernier cri, 950 MHz. Même avec cette dernière fréquence, les énergies mises en jeu sont extrêmement faibles. Sur une échelle logarithmique des fréquences des ondes électromagnétiques, on peut repérer le visible et la fréquence 950 MHz qui correspond à une très grande longueur d'onde, lambda 1 égale 30 cm. Voici quelques spectromètres RMN. Le nombre inscrit sur l'appareil est la fréquence nu1 en MHz. Ces appareils sont des concentrés de technologie moderne. Le Bruker 950, le plus performant, est aussi le plus cher. Il faut compter environ 5 millions d'euros sans les options. Il y a 7 machines comme cela en Europe et une en France. Le nuage d'électrons autour du proton diminue l'effet du champ magnétique extérieur B0. Cet effet d'écran est appelé blindage. Plus un proton est blindé, et plus il faut augmenter B0 pour obtenir le même delta E, E2 moins E1, égale H nu1, nu1 étant fixé par le choix de l'appareil. Tous les protons d'une même molécule n'ont pas un comportement équivalent vis-à-vis du même champ magnétique extérieur B0, car ils ne sont pas tous blindés de la même façon. Lorsqu'un proton est proche d'un atome électronégatif, son nuage électronique est attiré par cet atome électronégatif. Regardez le nuage électronique autour du proton lorsque l'atome lié est le carbone, dont l'électronégativité est semblable à celle de l'hydrogène. Et le même nuage lorsque l'atome lié est l'oxygène, beaucoup plus électronégatif. On observe que le nuage électronique est plus fin, il protège moins de l'extérieur et le proton ressent davantage le champ B0. On dit que le proton est déblindé. Soit 4 protons X, Y, Z, R subissant le même champ magnétique extérieur B0. Les deux niveaux d'énergie, initialement confondus, lorsque le champ B0 est nul, sont maintenant séparés. On observe que le champ magnétique ressenti est différent pour chaque proton. Mais la différence est infime. En effet, la petite coupure que l'on voit ici, sur l'axe des énergies, signifie qu'on n'a pas pu représenter les écarts à l'échelle. En effet, si on compte 1 million d'unités d'énergie arbitraire pour cette coupure, on peut avoir par exemple 10 puissance 6 plus 12 pour le proton X, 10 puissance 6 plus 8 pour le proton Y, 10 puissance 6 plus 4 pour le proton Z et 10 puissance 6 tout court pour le proton R. La technologie de la machine est très avancée. Elle permet de détecter des différences de quelques unités et moins par rapport à 1 million. Le proton subissant le blindage le plus important est le proton R. Car effectivement, le même champ B0 n'a pu séparer les niveaux que de cette quantité-là, inférieure aux autres quantités. Le proton entrant en résonance avec le champ de la machine et donnant un signal est le proton X. Effectivement, l'écart d'énergie qui est H nu X est égal à H nu 1, c'est-à-dire l'énergie des photons. Et donc, le proton X peut résonner, c'est-à-dire s'il est dans l'état E1, il peut absorber le photon. On augmente le champ magnétique B0, les niveaux d'énergie s'écartent et les autres protons alors pourront donner un signal, d'abord Y, puis Z, puis R. Reprenons les 4 protons, X, Y, Z, R, de plus en plus blindés. Le champ B0 est nul et les niveaux d'énergie E1 et E2 sont confondus. Repérons l'énergie H nu 1 des photons, susceptibles d'être absorbés, et produits par exemple par le Bruker 950. Augmentons considérablement le champ magnétique B0, les niveaux se séparent et on a l'impression qu'il n'y a pas de différence entre les différents protons. Mais, si nous changeons d'échelle, les différences très faibles apparaissent. Seul le proton X dans le niveau E1 peut absorber le photon H nu 1 et passer au niveau E2.
Un signal RMN apparaît alors pour une certaine valeur de delta en ppm, partie par million. On augmente alors B0 d'une petite quantité et c'est alors le proton Y qui peut entrer en résonance, c'est-à-dire absorber le photon Hν1 et passer de E1 à E2 en donnant un signal. On augmente à nouveau B0 et c'est le proton Z encore plus blindé qui entre en résonance. Et enfin, avec B0 maximal, le proton R super blindé entre en résonance à son tour, comme ceci. Et comme on n'étudie pas de molécules avec des protons encore plus blindés que R, R est choisi comme référence à 0 ppm. Les protons R super blindés, on les trouve dans le TMS. Le proton R est extrêmement blindé. Il faudra un champ extérieur B0 maximal pour atteindre nu-R égale nu1 et obtenir la résonance et donc le signal. On trouve ce proton super blindé dans la molécule de tétraméthylsilane. Cette molécule servira de référence et sera notée TMS. Voici la molécule de tétraméthylsilane avec un atome de silicium tétraédrique et les 4 groupes méthyl au sommet du tétraèdre. L'électronégativité du carbone est supérieure à celle du silicium. Les électrons sont davantage attirés vers les atomes de carbone, donc vers les groupes méthyl, et donc vers les protons. Voilà pourquoi ils sont super blindés. Intéressons-nous par exemple au proton Y, il est caractérisé par la fréquence nu Y. En fait, on préfère repérer cette fréquence par l'écart à la référence, c'est-à-dire nu Y moins nu R. Puis, on divise cette différence par nu1, fréquence de fonctionnement de la machine, et on obtient une grandeur très petite, nu Y moins nu R sur nu1. L'intérêt, c'est que cette grandeur ne dépend pas de nu1, donc ne dépend pas de la machine. Comme cette grandeur est très petite, on la multiplie par 1 million, et c'est ça, delta, le déplacement chimique que l'on mesure en ppm, partie par million. Les protons verts, entre guillemets, donnent un signal à 1,5 ppm et les bleus à 3,5 ppm. Les protons bleus sont plus déblindés que les verts. Quant au TMS, pour lui, on vient de le voir, les protons sont super blindés. Rappelez-vous que plus les protons sont déblindés et plus le déplacement chimique delta augmente. La leçon est terminée. La prochaine fois, nous aborderons la RMN au programme de Terminal S proprement dite. À bientôt.